Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous, bienvenue dans la matinale de Public Sénat et de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Dernier jour de la semaine, invité exceptionnel, rare à la télévision. Bonjour Édith Cresson. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Dans un instant, on retrouve Michael Zamès de Public Sénat, bonjour. Et on retrouvera Christophe Bordet de Sud Radio. Édith Cresson, merci d'être avec nous à cette heure matinale, on vous a fait lever tôt. Vous êtes la seule femme à avoir été Premier ministre en France, 5 fois ministre, député, maire, conseiller général, commissaire européen. Vous êtes aujourd'hui, vous conseillez les entreprises aujourd'hui. Votre créneau depuis quelques années, c'est le secret, la discrétion. Et moi, j'ai envie de vous demander tout de suite, pourquoi êtes-vous absente du débat public? La France, son destin, vous intéresse-t-il encore? Ah oui, bien sûr, oui. La France et son destin m'intéressent beaucoup. Mais c'est justement parce que ce sont des sujets qui m'intéressent que je ne participe pas beaucoup à ce débat que je trouve un petit peu superficiel, où on prend des petites phrases et on en fait toute une affaire, et on ne parle que de ça, on ne parle pas des vrais sujets. Donc les vrais sujets, ce sont les problèmes qui se posent à la France, qui sont pas d'aujourd'hui d'ailleurs, et qui sont non réglés, comme celui de l'éducation, comme celui de notre formidable déficit, de notre manque de compétitivité, etc. Donc ce sont des sujets comme... Apparemment, ça n'intéresse pas les gens qui commentent. Vous pensez que ça ne les intéresse pas? Vous pensez que les Français sont pas désireux de comprendre, d'être éclairés? Non, en France, on adore parler. Hein. Mais je veux dire, j'aimerais bien qu'on passe à l'action. Et donc, moi, je ne suis pas dans l'action, je ne vais pas commenter... Justement, Christophe Bordet. Créons un vrai sujet oui. qui nous intéresse tous aujourd'hui parce qu'on a tous une voiture et on a peut-être aujourd'hui une Volkswagen. Plus de 11 millions de voitures. Oui, c'est extraordinaire. Oui, rappelées aujourd'hui dans le monde. Alors, la question qu'on se posait ce matin, c'est vous qui avez ferraillé à l'époque où vous étiez Premier ministre avec les Allemands, cette affaire, ce scandale planétaire, selon vous, ça révèle quoi finalement de nos voisins, de leurs pratiques? J'allais dire de nos amis, mais sont-ils vraiment nos amis d'ailleurs? Les Allemands sont nos amis, et donc nous devons... ce sont des amis ou des partenaires? C'est les deux à la fois. Ouais. Ce sont des partenaires et ce sont des amis. Voilà, on apprend à se connaître, on a fait des choses ensemble. D'ailleurs, j'ai pas ferraillé contre les Allemands, contre les Japonais en matière automobile. On s'en rappelle. J'ai réussi à mettre des quotas sur les voitures japonaises. Mais vous parlez de ce scandale Volkswagen. Ce qui m'étonne, ce qui étonne beaucoup de gens d'ailleurs autour de moi, c'est de voir qu'on peut faire un trucage, enfin quelque chose qui est complètement... une fraude pour les Américains. Une fraude. Cacher la pollution des voitures. Oui, sur 11 millions. Hein. C'est-à-dire, comment peut-on penser que sur 11 millions de voitures qui sont comme ça dans la nature, personne ne va avoir la curiosité de chercher? Il y a toujours des gens qui bricolent, qui fouinent, qui connaissent la mécanique, qui adorent ça. Bon, c'est impossible que ça ne puisse pas être ça tient à quoi un jour trouvé. Voilà. Plus intelligents que les autres, les Allemands? Plus intelligents, non, je crois pas. Mais ils ont une forme d'intelligence. Moi, j'ai vu ça parce que j'ai été commissaire à la recherche. C'est très étonnant. L'intelligence des Allemands, elle est très profonde. Il y a une intelligence très profonde, mais un peu verticale. C'est-à-dire que je me souviens d'une phrase de Kohl, quand nous avions été une fois avec François Mitterrand et toute une délégation en Allemagne, et Kohl nous avait dit « Depuis que nous n'avons plus de juifs, nous n'avons plus de prix Nobel ». Ce qui, évidemment, a suscité des sourires chez nous. Oui. Mais on n'a rien dit. Et c'est pas complètement faux. Ça veut pas dire qu'il y avait que des juifs qui avaient les prix Nobel, mais ça veut dire qu'il y avait une fertilisation du terreau intellectuel, scientifique, technologique allemand, et que c'était nécessaire. Donc voilà, ce sont des formes d'intelligence qui sont admirables bien souvent, mais il manque un peu de cette, comment dire... cette espèce de folie qui est nécessaire à la création. Madame, complémentaire, on revient un petit peu sur le côté français. Vous qui vous intéressez de très près à l'intelligence économique, est-ce que vous comprenez aujourd'hui la fuite des cerveaux français, ce nombre de Français qui partent mais qui surtout ne désirent pas revenir en France? Écoutez, il y a beaucoup d'explications à ça, comme vous le savez. Il y a beaucoup de cerveaux aussi qui restent. On a quand même de grands chercheurs en France. Avec des résultats tout à fait extraordinaires. Mais la question va peut-être plus loin. Est-ce que la France de 2015, la France de François Hollande, qui voulait réenchanter le rêve, fait encore rêver? Alors,
j'ai pas l'impression que la France fasse rêver aujourd'hui, ça c'est clair. Et ce qui est le plus malheureux, c'est qu'elle ne fait pas rêver les Français. Donc c'est sûr qu'il y aurait beaucoup de choses certainement à changer. Ah, j'ai envie de vous dire, à qui la faute finalement? Parce que depuis maintenant des décennies, on a des chefs d'État qui sont peut-être finalement pas tout à fait à la hauteur. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je ne dirais pas ça. Je pense que la société politique française est un peu repliée sur elle-même, qu'on parle énormément, Ouais. mais qu'on ne traite pas... On agit peu. On agit peu, voilà. On agit, enfin, superficiellement par des micro-mesures, mais on n'agit pas en profondeur sur les vrais sujets fondamentaux pour le succès de la France. C'est ça. Dites-moi, Édith Cresson, le symbole de François Hollande lors de la présidentielle, c'était cette fameuse taxe à 75% qui n'a pas vu le jour. Non, heureusement. Ouais. Quand on est taxé déjà à 20% aux États-Unis, on se dit, bon, ben, c'est très bien, 20%, on peut se permettre, il n'y a pas de souci si on est chef d'entreprise installé là-bas. Par contre, en France, aujourd'hui, on est à 58%, par exemple. Comment créer des entreprises dans un pays où on est taxé à 58%, Édith Cresson? Non, mais ça fait partie du problème. C'est de la folie. Ça n'est pas le seul élément. Je ne dirais pas c'est de la folie, mais c'est une propension française qui n'est pas propre seulement à ce gouvernement et à François Hollande, mais d'agir par la taxation. C'est-à-dire que, en quelque sorte, le seul instrument, c'est la fiscalité. Il y en a beaucoup d'autres, pour rendre les entreprises plus innovantes, pour générer cette... Est-ce que la gauche a eu tort d'alourdir justement la fiscalité avant de revenir en arrière ces derniers temps un petit peu? Je pense qu'alourdir la fiscalité est probablement dommageable. D'ailleurs, on est revenu en arrière. Mais il y a beaucoup d'autres moyens de susciter la créativité ou de l'encourager et d'attirer les Français et les étrangers. D'ailleurs, beaucoup d'étrangers continuent de venir en France. Il y a quand même encore des investissements. Mais il y a une sorte de découragement, ça, je le reconnais. Ils vont même pouvoir venir en bus, par exemple, avec la loi Macron. Vous la jugez suffisante, cette loi Macron, aujourd'hui? J'ai pas compris. La loi Macron. La loi Macron, elle va dans le bon sens, comme on dit, parce que c'est ça la formule consacrée. Vous le connaissez? Je connais, je l'ai vu, oui. Mais elle va dans le bon sens. Simplement, je vous ferai observer que quand on est déjà après plusieurs années dans un quinquennat, c'est très difficile de faire passer les lois parce que vous avez toute une partie de frondeurs qui ne les votent pas. Donc la loi Macron, il a fallu le 49-3. Et puis... C'est ce qui vous est arrivé un peu, à vous, Premier ministre. Vous étiez dans la dernière partie de Mitterrand. Oui, dans la dernière partie de Mitterrand, c'était très difficile pour toutes sortes de raisons qui n'étaient pas exactement celles-là. Mais pour en revenir à l'époque actuelle, c'est difficile de faire voter des lois avec une opposition interne qui est si importante. Dites-moi, Emmanuel Macron, il est de gauche? Emmanuel Macron, il est de gauche, à votre avis? Il est quoi? De gauche? Oui, mais enfin ça. Alors là, j'ai horreur de ce genre de discussion que les Français adorent. Est-ce qu'il est de gauche? Est-ce qu'il est moins à gauche, plus à gauche? Non, il a une politique qui ne ressemble pas à ce qu'est la gauche d'habitude. À mon avis, il n'en fait pas assez. Ouais. Bon, parce qu'il ne peut pas. C'est pas qu'il ne veut pas ou qu'il n'est pas capable. C'est simplement que le contexte fait qu'il ne peut pas en faire plus. Il faudrait en faire beaucoup plus, évidemment. Alors, être de gauche ou pas de gauche, aujourd'hui, sûrement intéressant sur le plan comme ça conceptuel. Est-ce que ça veut dire encore quelque chose? Voilà, on peut se poser la question. Est-ce qu'on veut être efficace? Est-ce qu'on veut que la France retrouve sa compétitivité? Qu'elle attire les jeunes au lieu de les faire partir? Qu'elle continue d'avoir une influence? Parce qu'on a une influence politique mondiale que quand on est fort économiquement. Quand on continue à décliner économiquement, bien sûr, on ne va pas avoir de poids. Et la gauche qui est appelée aux urnes ce week-end pour un référendum, vous trouvez ça... Comment vous qualifieriez ce référendum? Vous allez voter vous-même? Oui, certainement. Qu'est-ce que vous voteriez aujourd'hui? Pour l'union de la gauche? Oui, évidemment, tout le monde. Si on vote pour l'union, ou alors on vote pas. Donc il n'y a pas vraiment... C'est un oui général qui est peut-être à 99%, un score de maréchal. Voilà, ça sera certainement avec un score très important. Ça sert à quelque chose? On verra. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre là-dessus, mais ce n'est pas ce genre de discussion moi, qui me... L'école, c'était un pilier de la campagne de François Hollande. Oui. Vous avez créé cette école de la deuxième chance. L'éducation nationale, aujourd'hui, à la française, ça ne marche plus? Il y a déjà un moment. Donc, 150 000 jeunes par an qui sortent du système scolaire sans formation et sans diplôme, et qui, bien sûr, ne peuvent pas trouver un emploi. S'ajoutent à ça ceux qui ont passé le bac, mais vraiment d'une façon minimum.
aura des pâquerettes. Ouais. Et qui ensuite vont dans les universités où ils sont perdus et chaque année, ils dégagent. Et tout ça, ça va où? Donc, il y a un véritable problème. Ce problème n'est pas réglé. Et aujourd'hui, il y a eu des mesures très superficielles. C'est pas ça qui va changer. Comment font les autres? C'est une question qu'on ne se pose pas. Comment font les autres pour, en dépensant moins d'argent, avoir des résultats meilleurs? Simplement, je regarde ce qui se passe dans les pays du nord de l'Europe. Quand un enfant ne sait pas lire dans le primaire, n'arrive pas à suivre, on le prend en petits groupes ou individuellement jusqu'à ce qu'il recolle au peloton. C'est quand même pas très difficile à concevoir. Donc notre système ne marche pas. Dans le classement PISA, nous sommes sans arrêt déclassés. Donc, ça veut dire quelque chose. Mais que faire alors? Que faire? Comment? Que faire? Que faire? C'est ce que je vous dis. Ouais. Regardez là où ça marche et essayer d'adapter à la France les solutions qui marchent ailleurs. Et ce qui marche, c'est de s'occuper des jeunes individuellement. Ce n'est pas des grandes mesures horizontales de réforme, tout ça. Je ne dis pas que c'est inutile, mais enfin, ce n'est pas ça qui réglera le problème. Vous voyez régulièrement, je crois, François Hollande, Emmanuel Valls, de temps en temps. Oui. Dites-moi, est-ce que parfois ils vous demandent des conseils ou bien est-ce que vous leur donnez des conseils d'autorité pour réussir? Non, je ne donne pas de conseils, moi, jamais. Non. Jamais. Ça ne sert à rien. Ils vous en demandent? Ça ne sert à rien, ça veut dire quoi? Que les hommes politiques n'écoutent plus rien? Je n'ai pas à donner de conseils. Ouais. On ne m'en demande pas et je n'en donne pas. Ouais. Simplement, je préfère agir que parler. Ouais. Ça ne vous a pas échappé. Ouais. Et donc, j'agis en ce sens que les écoles de la deuxième chance, on a quand même 15 000 jeunes par an qui passent par nos écoles avec un résultat positif à 64%. Un dixième du problème. C'est le 10e des 150 000 de l'éducation nationale. Bon, c'est peu de choses, mais je fais ce que je peux. À votre avis, vous êtes une ancienne Premier ministre, vous êtes une citoyenne, vous êtes engagée, comme on le voit là ce matin. François Hollande a dit qu'il ne se présenterait pas en 2017 s'il inversait la courbe du chômage. Aujourd'hui, on voit bien que la situation du chômage n'est pas bonne. Quel est votre sentiment? Est-ce que le chef de l'État doit se représenter, à votre avis, ou pas? Écoutez, c'est à lui de savoir ce qu'il doit faire. C'est pas à moi de lui dire. Je crois qu'il a déjà dit ce qu'il comptait faire. Question, parce que nous célébrons cette année le centenaire de la naissance de François Mitterrand. Vous reconnaissez un peu de Mitterrand, François Hollande? Oui, il a été quand même beaucoup au contact de François Mitterrand. Pas exactement au contact, mais dans la périphérie, quand il était à l'Élysée, il a passé des années. Donc oui, certainement. Dans l'exercice du pouvoir, par exemple, ce retrait par rapport aux gens? Peut-être, oui, une certaine réserve, une façon effectivement, de s'abriter un petit peu. Oui. Quand on exerce le pouvoir, c'est nécessaire de s'abriter, de prendre un peu de recul? Je ne sais pas. Moi, de toute façon, ce genre de généralité ne m'intéresse pas. Ça intéresse beaucoup, en général, les commentateurs. Quand on exerce le pouvoir, etc. Quand on exerce le pouvoir, on est là pour résoudre des problèmes. C'est mon point de vue. Alors, on peut ne pas le partager. Mais si on ne résout pas les problèmes, voilà, c'est qu'on n'a pas fait ce pourquoi on était investi. Édith Cresson, j'avais envie de vous poser une question sur les femmes en politique en France. Oui, c'est un vrai sujet. Oui. C'est un vrai sujet. Vous qui avez été Premier ministre, chahuté, insulté, moqué, on va pas refaire l'histoire. Quand vous voyez les colibés réguliers des détracteurs de la garde des Sceaux, Christiane Taubira par exemple, vous vous dites quoi? Rien n'a changé? Oui et non, parce que Christiane Taubira, qui est un orateur... Qui sait répondre. Oui, elle répond, non, mais en plus, c'est un orateur dans un style qui plaît beaucoup dans les assemblées. Hein. Ils adorent ça. Donc, elle a ce style très, disons, traditionnel en France. On a admiré son art oratoire. Bon. Très bien, voilà. Bon, alors après... Une fois qu'on a dit ça... Elle est critiquée sur des dispositions qu'elle a prises. Il y a de la misogynie en politique aujourd'hui, encore? Elle a quoi? Est-ce qu'il y a de la misogynie en politique? Oui, bien sûr qu'il y a de la misogynie en politique. Je vois des députés qui se font insulter à l'Assemblée nationale. Enfin, je ne vais pas vous faire des explications, vous l'avez vu comme moi. Hein. Bon, donc ça continue un peu moins fort qu'avant, parce qu'ils font quand même un peu plus attention, mais ça continue toujours. Question peut-être pour prendre un peu de recul, voir un peu ce qui se passe. Vous paraît que vous voulez donc essayer de faire avancer les choses. Sur le traité d'accord transatlantique, qui est en pleine renégociation, question très simple. Qui le sait? Qui en parle? Visiblement, les Français s'intéressent aussi parce qu'il s'agit des normes, etc. Bien sûr, c'est leur avenir. Est-ce que selon vous, il faut continuer à négocier ou se retirer de ces négociations, histoire de montrer que l'Europe, la France, peut faire quelque chose de plus? Oui, écoutez, ça, ces négociations, on devrait d'abord
enfin je ne sais pas si c'est fait, peut-être, en tout cas c'est caché, se rapprocher de nos partenaires européens pour avoir des positions communes. Ensuite, ce débat TAFTA, il devrait être davantage public. On entend parler de rien. Un jour, on va être mis devant les résultats. Le seul que j'ai entendu s'exprimer là-dessus, c'est notre ministre du Commerce extérieur, oui, qui est tout à fait dynamique, très bien. Et il s'est étonné, et après tout, ça fait partie aussi de sa fonction. Mais je n'entends pas, au niveau de ce qu'on appelle l'État, de prise de position, ni d'information de la population. Où en est-on dans les discussions? Parce qu'un jour, on va se trouver devant une situation où les choses seront réglées. Elle se règle, et ça c'est autrement plus important que les commentaires sur ci ou ça, ou comment elle parle et pourquoi si, enfin, toutes ces choses qui n'ont aucun intérêt. Là, il y a un vrai sujet. Et c'est drôle, en France, les vrais sujets ne sont pas abordés. Eh bien, merci d'avoir parlé de ce vrai sujet ce matin avec nous, Édith Cresson. Merci infiniment. Dans un instant, on va faire analyser ce que vous avez dit par deux éditorialistes de la presse quotidienne régionale qu'on vous a présenté avant l'émission et qui vont rentrer sur ce plateau. Merci infiniment d'avoir pris une parole publique dans cette émission. Merci. Voilà, donc avec nous sur ce plateau, deux éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Merci messieurs d'avoir fait le déplacement, souvent de vos régions. Donc Baptiste Bise, qui est responsable départemental de la rédaction de la Nouvelle République du Centre-Ouest et du Centre Presse, c'est-à-dire l'ancien fief électoral d'Édith Cresson. Bonjour. Et Bernard Stéphan, qui est rédacteur en chef adjoint à La Montagne. Bonjour. Voilà. Bonjour messieurs. Alors, on va peut-être démarrer tout de suite sur la fin de ce qu'a dit Édith Cresson, c'est-à-dire sur ce traité commercial, ce TAFTA, se rapprocher des autres Européens pour être plus fort, probablement face aux Américains. C'est ça l'idée d'Édith Cresson. Oui, c'est ce qu'elle a dit, mais c'est pas étonnant. Et en plus, on voit bien que c'est un sujet qui l'intéresse depuis très longtemps. Elle était elle-même ministre du Commerce extérieur, donc elle connaît bien la question. Elle nous a dit qu'elle était toujours en contact avec l'actuel ministre du Commerce extérieur. Qu'elle le trouvait très bien, d'ailleurs. Qu'elle le trouvait très bien. Effectivement, il n'y a pas grand monde qu'elle trouve très bien, donc c'est important de le faire remarquer. Donc ce sont, on voit bien, des questions qu'elle continue de suivre avec beaucoup d'intérêt, et le commerce international en particulier. Pour le reste, elle n'a pas vraiment pris position sur le traité proprement dit. Elle ne s'est pas exprimée. On voit bien qu'il y a quand même, pour ce qui la concerne, plutôt une adhésion, mais elle n'est pas allée sur ce terrain-là. Bernard Stéphan, au fond, on voit qu'elle ne prend pas beaucoup position sur des sujets d'actualité ou des sujets de polémique. Non, elle a bien changé, Édith Cresson. Oui, elle a changé, mais elle n'est plus dans l'action. Il y a très longtemps qu'elle n'est plus dans l'action politique. Oui, mais on sent une... Oui, j'ai noté qu'elle avait encore une pointe d'humour et la flamme. J'ai d'ailleurs noté que c'est quand elle a parlé de l'école, là, il s'est passé quelque chose. Il y avait sans doute une vraie connaissance du sujet. En plus, elle connaît très bien l'Europe et elle a été commissaire européen, exploré toutes les expériences, notamment en matière d'éducation. Et un autre point qui m'a frappé, c'est une expression qu'elle a très souvent employée, les vrais sujets. On peut s'interroger, est-ce qu'on vient au vrai sujet lorsqu'on n'est plus dans l'action politique du quotidien ? Et il y a aussi Emmanuel Macron, la loi Macron. Elle a l'air de la soutenir. Elle trouve qu'on ne va pas assez loin. Il n'en fait pas assez, c'est ce qu'elle a dit. On ne va pas assez loin. Est-il de gauche? Ça n'intéresse pas de savoir s'il est de gauche, pas de gauche. On voit bien qu'elle est au-delà de ça. Elle l'était d'ailleurs sans doute déjà quand elle était Premier ministre. Ça n'intéresse pas, elle a dit, les petites phrases, les grands principes. Ce qui l'intéresse, c'est l'action. Donc Emmanuel Macron, on voit qu'elle soutient la politique qu'il met en œuvre. Elle estime qu'il n'en fait pas assez. On retrouve l'Édith Cresson, meneuse de projet qu'on a connue quand elle était ministre, quand elle était députée aussi ou maire. Ce qui l'intéresse, c'est l'action. Oui, mais enfin, elle soutient à demi-mot François Hollande, Bernard Stéphan. À demi-mot, c'est le programme minimum. Elle soutient à demi-mot. Lorsque vous lui avez tendu quelques pièges sur la politique politicienne, elle les a écartés et elle a sauté par-dessus. C'était d'ailleurs tout à fait intéressant de voir comment elle se recentre toujours sur les questions économiques, sur les questions de projet, sur cet engagement dans l'entreprise qu'elle a eu depuis qu'elle a quitté l'action publique et l'action politique. Alors, elle a quand même eu des propos assez violents avec les socialistes en 2011. Elle avait dit que François Mitterrand n'avait pas d'héritier. Donc, c'est un peu en contradiction aussi avec ça.
comme je le disais tout à l'heure, elle a des propos assez sévères à l'égard de beaucoup de personnes. Elle n'a pas perdu son franc-parler, qui lui avait d'ailleurs causé de mauvais tours quand elle était Premier ministre. Sur le terrain politique, effectivement, comme le disait mon confrère Bernard, ça ne l'intéresse pas, cet aspect-là du débat. En même temps, Bernard Stéphan, elle va voter au référendum du PS. C'est une info, ça. Oui, c'est une info. Alors, vous avez vu la réponse. Sans enthousiasme. Elle était sans enthousiasme. Moi, je dirais que Édith Cresson était quand même le pur produit de François Mitterrand. L'ancien président de la République avait voulu qu'elle soit candidate. C'est lui qui l'avait envoyée dans la Vienne. Elle avait d'ailleurs, à force de ténacité, bien réussi. Et elle avait fait le parcours. Mais elle devait quand même tout à la figure de François Mitterrand. Et lorsque François Mitterrand disparaît, eh bien, Édith Cresson passe à autre chose. Oui, j'ajouterais juste sur ce point-là, effectivement, mais ceux qui ont vécu ce parachutage dans les années 70 s'en souviennent très bien. Moi, j'y étais pas. Mitterrand lui a dit, tu vas là-bas, personne ne voulait y aller. C'était face à Pierre Abelin, qui était ministre. Très installé. Voilà, très installé. Elle y est allée, elle s'est battue, elle a fini par gagner cette circonscription, par gagner la mairie. Elle a aussi, je pense, dans ce combat-là, gagné la confiance de François Mitterrand à l'époque. Donc, elle pourrait être une bonne conseillère pour François Hollande, Bernard Stéphan. Oui, peut-être. Je voudrais simplement revenir sur un point. Elle a parlé du commerce extérieur, elle a parlé de l'Europe, elle a très peu parlé de l'agriculture. Parce que je pense que le ministère de l'Agriculture, elle a été traumatisée. Elle a été la première femme ministre de l'Agriculture. Ça s'est très mal passé. Insultée parce que elle n'a pas compris, elle n'a pas communiqué avec le monde agricole. C'est la FNSEA à l'époque qui avait été extrêmement dure. Elle avait failli finir sur un tas de fumier. Voilà, elle s'est opposée avec la FNSEA, alors qu'elle a été un bon ministre des Affaires européennes et elle a été très européenne pendant sa période à Matignon. Rappelez-vous que c'est sous son mandat à Matignon qu'elle signe Maastricht. Mais justement, les Allemands, je les trouvais modérés sur les Allemands. Je pensais qu'elle serait beaucoup plus dure à l'égard des Allemands. Au fond, des partenaires, des amis, des gens avec qui il faut dealer, au fond. Oui, puis c'est une femme de l'industrie, je crois qu'elle respecte le savoir-faire allemand en la matière. Vous voyez, quand vous l'avez parlé de Volkswagen, elle était vraiment sur son terrain, elle a adoré ça. L'intelligence économique. Il a dû manquer pour elle dans cette affaire. Elle a une formation d'école de commerce, elle a été ministre de l'Industrie. Son mari travaillait chez Peugeot, était un cadre dirigeant CO, donc elle connaît bien le sujet, elle s'intéresse à la question. Parce qu'elle est très européenne. Et elle n'a pas oublié que le moteur de l'Europe, c'est le couple franco-allemand, même si par moment, ce couple marche avec un mauvais diesel. Est-ce que on a conscience aujourd'hui de ce qu'elle a représenté comme avancement, au fond, pour la cause des femmes? Ou est-ce que c'est quelque chose qui a été balayé par le fait qu'elle ait été accueillie comme elle l'a été? Ce qui est assez terrible pour elle, c'est qu'elle restera pour toujours dans l'histoire de la République comme la première femme chef de gouvernement. Mais en même temps, c'est elle qui a battu tous les records d'impopularité. Elle reste aussi la référence en termes d'impopularité. Chaque nouveau Premier ministre, on se dit, est-ce qu'il va durer aussi peu longtemps qu'elle? Dès qu'on passe 10 mois, ah ça y est, il a fait mieux qu'Édith Cresson. Et dès que Jean-Marc Ayrault, même, n'a pas été aussi impopulaire qu'elle. Donc elle reste malheureusement la référence en termes d'impopularité. Oui, je suis d'accord avec cette analyse. Première femme Premier ministre, première femme ministre de l'Agriculture. Toute la question est de savoir quand un président de la République va réitérer cela. Oui, il nous reste 1 minute pour regarder vos unes, donc celle de la Nouvelle République, édition de Tours. C'est le mariage chinois, qui était une vraie bonne idée au départ, qui a tourné au fiasco. Tout à fait, c'est le 3e procès des mariages chinois hier à Tours. Donc l'édition de Touraine fait sa une là-dessus. C'était le 3e jour du procès, c'était les réquisitions. Malheureusement, avec un grand absent, c'est le maire de Tours qui s'est donné la mort au mois d'avril pour échapper ou à l'infamie d'une condamnation, au grand déballage de ce procès. Donc c'était très marquant à Tours. Et la une de la montagne, c'est l'édition de Clermont-Ferrand. C'est un fait divers sur un élu clermontois. Oui, pourquoi alors, ça fait vendre les faits divers dans la PQR ou pas? Le fait divers existe, il est là, mais il y a un deuxième sujet heureux, celui-là, c'est l'arrivée de Morgane Parra dans le pack de l'équipe de France pour le match de rugby contre les All Blacks. Et Morgane Parra est un Clermontois et c'est une des vedettes de la SM. Et chez vous, alors, le rugby aussi, c'est des unes qui marchent? Le rugby dans le Poitou, oui, en Touraine, moins dans nos éditions. Mais le Poitou est déjà dans le sud-ouest et pas que de façon administrative à partir du 1er janvier.
Bernard Stéphan, merci infiniment. Nous allons nous quitter maintenant. Baptiste Bise, merci d'avoir fait le déplacement, je crois, en TGV hier soir. Hein, oui, un Poitiers. Ça marche bien maintenant. Poitiers-Paris, ça marche très bien. Et ce sera encore plus rapide le 31 janvier 2017 avec la mise en service de la voie Tours-Bordeaux. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi, bien sûr, à la même heure pour Territoire d'Info. Les programmes continuent sur Sud Radio, bien entendu Public Sénat, et le passage avec LCP dans quelques instants. Merci à tous et bon week-end.